Bonjour à tous, je vous propose de nous intéresser aujourd'hui au sort d'un animal qui est en train de faire la conquête des villes françaises et européennes, à savoir le renard roux, autrement appelé Vulpes vulpes. Avec ses 70 cm de long et ses 7 kg, le renard roux est un des plus petits canidés sauvages du monde. Il est aussi celui qui possède la plus vaste aire de répartition puisqu'on le trouve en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Grâce à sa remarquable capacité d'adaptation, l'espèce vulpine a pu s'installer dans des écosystèmes très divers, et en particulier depuis quelques décennies dans le milieu urbain. En tant qu'historien des animaux, je vais ici m'intéresser à l'évolution de la condition vulpine dans les villes européennes au XXe et XXIe siècle. Je me place ainsi dans une histoire construite du point de vue animal, pour reprendre les termes d'Éric Baratet, qui a initié ce chantier depuis une dizaine d'années. Il s'agit d'un courant historiographique qui ambitionne de reconstituer la vie des animaux dans une situation historique, de retrouver leurs conditions de vie, leurs ressentis et leurs émotions, leurs actions et leurs réactions. Pour approcher au plus près de ce vécu animal dans le passé, l'historien doit s'efforcer de décentrer son regard et s'ouvrir à d'autres disciplines, comme l'éthologie, la génétique, la sociologie, les neurosciences ou l'écologie, tout en mobilisant les sources classiques de l'historien, mais aussi de nouvelles sources, et en élaborant de nouveaux concepts, comme par exemple celui d'agentivité animale ou de résistance animale. Alors nous allons tout d'abord voir comment et pourquoi les renards ont fait la conquête des villes européennes. Cette conquête des villes européennes s'est d'abord opérée au Royaume-Uni dans l'entre-deux-guerres, en particulier dans les banlieues autour de Londres à partir des années 1930. Par la suite, donc, les renards ont progressivement avancé vers les centres-villes des métropoles anglaises et galloises, arrivant même très récemment jusqu'au 10 Downing Street, donc jusqu'à la résidence du Premier ministre, hein, où vous avez ici un renard qui déambule très paisiblement devant les photographes. Les effectifs ont cru de manière spectaculaire, puisqu'on est passé en 1940 de seulement quelques dizaines d'individus sans doute, à 33 000 en 1995 et à 150 000 aujourd'hui, dont quelques dizaines de milliers dans la capitale anglaise. À l'échelle de l'Europe continentale, l'arrivée des renards s'est faite de façon échelonnée. En Suisse, par exemple, c'est plutôt dans les années 80 qu'on a commencé à signaler le renard à Berne et à Zurich. En France, c'est dans les années aussi 70, 80, 90 qu'on va commencer à voir le renard d'abord en forêt de Sénart, puis peu à peu, là encore, gagner les espaces les plus densément peuplés de l'agglomération parisienne, jusqu'à arriver à Paris intramuros. On voit d'ailleurs sur la carte ici les principaux sites où ont été signalés des renards de manière régulière. On a même d'ailleurs des renards, vous voyez, qui sont des lecteurs assidus à la BNF François Mitterrand. En Estonie, l'urbanisation des renards est plus récente, elle s'est faite à partir de 2005. En Allemagne, le renard a lui aussi gagné le centre-ville et même les lieux de pouvoir, puisque actuellement on a des renards qui sont des voisins d'Angela Merkel, puisqu'on les trouve à proximité de la chancellerie et également du Bundestag, donc vraiment en plein centre de la capitale fédérale allemande. Alors, une des questions importantes aujourd'hui qu'on peut se poser, pour laquelle on n'a pas encore une réponse définitive, c'est est-ce que c'est la ville qui est venue au renard ou est-ce que c'est le renard qui est venu en ville? Alors la réponse est sans doute entre les deux et il y a sans doute un gradient qui doit être assez différent selon les villes et selon les pays. N'oublions pas que le XXe siècle a été marqué par une forte croissance urbaine en Europe, par un étalement urbain sous la forme donc d'une expansion des couronnes périurbaines, et peu à peu donc les territoires des renards, donc des territoires qui étaient ruraux, en particulier les renards ruraux aiment vivre dans les espaces semi-ouverts, ces territoires se sont retrouvés urbanisés, et les renards n'ont eu d'autre choix que soit de partir vers des espaces ruraux, soit
de s'adapter bon gré mal gré à la vie en ville. Et finalement, pour une partie de la population de renards qu'on trouve aujourd'hui en ville, cette vie en ville s'est avérée finalement pas si désagréable que ça, comme nous le verrons, puisque la vie en ville, elle est à la fois favorable en termes d'abri, de nourriture et de sécurité. De plus, la ville est aussi un endroit où les mesures anti-rabiques, liées en particulier dans les années 70, 80, 90 à la lutte contre la rage en Europe continentale, ces mesures ne sont pas applicables puisqu'il n'est pas possible, en raison des deux animaux domestiques et des humains, de pratiquer à grande échelle le piégeage, le poison ou le gazage, comme vous pouvez le faire en France, dans les campagnes du Nord-Est par exemple, à la fin du XXe siècle. Les renards des campagnes sont aussi beaucoup plus nombreux sans doute qu'il y a encore 50 ans. Leur population a augmenté en raison du réchauffement climatique qui permet à davantage de renardeaux de passer l'hiver. Ils ont aussi davantage de nourriture en raison des nouvelles pratiques agricoles et synergétiques. Je pense en particulier au lâcher de gibier de repeuplement. Et puis la vaccination anti-rabique vers les années 80-90 a finalement permis aux renards d'échapper à la rage et leurs effectifs ont augmenté. Et dans certaines zones rurales, on assiste pratiquement à une surpopulation de renards. Et au moment de la dispersion des renardeaux à l'automne, il y a une partie des renardeaux qui vont gagner les villes dans lesquelles ils trouvent des congénères déjà installés et où eux-mêmes vont commencer à prendre pied dans un milieu donc, qui s'avère finalement assez favorable à la présence des renards. Alors, à quoi ressemble le quotidien des renards qui vivent en ville aujourd'hui ? Tout d'abord, le renard qui s'installe en ville ou qui est né en ville, il se trouve d'abord dans un univers sensoriel très différent des campagnes dans lequel lui et ses ancêtres, depuis des générations et des générations, ont vécu. Le renard est doué de capacités olfactives, auditives et visuelles excellentes. Et tout ceci est mis au défi par tous les bruits, les lumières, les odeurs de la ville. Tout cela, évidemment, il y a de très nombreux stimuli qui sans doute doivent mettre en éveil tous les sens des renards, ne serait-ce même que le toucher, puisque le sol de la ville est très largement artificialisé, sous la forme de bitume ou de béton, et évidemment pour le renard c'est sans doute des sensations qui sont fort différentes que celles qu'il avait connues en vivant à la campagne en particulier. Une des grandes forces du renard, et c'est aussi ce qui explique sans doute sa croissance démographique et spatiale, c'est son alimentation omnivore. Et cette alimentation, elle est différente en ville par rapport à la campagne. Si on regarde par exemple les renards ruraux donc de Belgique, on le voit sur le graphique de gauche, on remarque que 75% de ce qu'ils mangent, mammifères, oiseaux, invertébrés, en particulier les vers de terre et les insectes, sont issus de prédation. Seulement 25% donc sont des végétaux et des déchets. Les renards urbains de Bruxelles, eux, mangent beaucoup plus de déchets et de végétaux, et beaucoup moins finalement d'invertébrés, d'oiseaux et de mammifères, si bien qu'on se retrouve aujourd'hui avec des renards urbains qui sont finalement plus dans le collectage que la prédation. Et c'est d'ailleurs ce que montrent ici ces deux photographies d'un renard qui fait les poubelles en Suisse, à la recherche sans doute d'une pizza abandonnée, ou alors ce renard britannique qui vient se servir dans la gamelle du chat, sachant en plus que 10% par exemple des londoniens nourrissent les renards, donc en général c'est même souvent des doses spécialement attribuées aux renards. L'avantage aussi de vivre en ville pour un renard, c'est qu'il a de nombreux abris dans lesquels il peut élever ses petits en toute sécurité. Alors les renards en ville sont souvent signalés dans des espaces, soit dans des espaces, dans des jardins publics, c'est le cas par exemple de la Citadelle à Lille ou de la Villa Doria à Rome. Ils sont également signalés dans les cimetières, dans les emprises ferroviaires, dans les friches industrielles, et ils sont très nombreux aussi dans les jardins privés des lotissements pavillonnaires, comme c'est le cas ici dans le jardin de la famille Hunt à Bristol, où une famille de renards a pris ses aises et ses quartiers sous la terrasse, et donc on trouve très souvent des renards vivant dans les vides sanitaires des maisons, sous les terrasses, sous les abris de jardin. Ces renards qui vivent en ville, donc dans des abris
en général assez bien adaptés à leur mode de vie, sont des animaux qui vivent de manière sociale. En effet, pendant très longtemps, on a cru que le renard était un animal solitaire, et en fait, depuis le radiopistage des années 1980, en particulier mené par McDonald's au Royaume-Uni, on s'est rendu compte que le renard en fait est un animal qui, tout ou partie de l'année, vit dans des groupes qu'on appelle des groupes spatiaux, qui rassemblent en général un mâle et une femelle avec les petits de l'année, et parfois un, deux, trois jeunes adultes issus de la portée précédente, et tout ce petit monde coexiste, cohabite et collabore pour l'élevage des renardeaux de l'année. Ces renards, alors les renardeaux naissent en général en mars-avril, sachant donc après 54 jours de gestation, donc le rut et la reproduction s'est faite en général en décembre-janvier. Les renards ensuite vont vivre dans le terrier avec leur mère, jusque donc on va dire, au plus beau jour du printemps. Là, ils vont commencer à sortir et puis à prendre de plus en plus leurs aises autour du terrier, à prendre aussi une certaine liberté, jusqu'à la fin de l'été et début de l'automne, où les renardeaux vont disperser, pas tous, parce que certains vont donc rester dans le groupe spatial et renouveler les individus qui ont péri, mais une partie d'entre eux donc vont se disperser et partir coloniser de nouveaux territoires en ville. D'ailleurs en colonisant des territoires, parfois des territoires qui sont parfois tout petits, puisque par exemple à Bournemouth, une ville britannique, on a relevé jusqu'à 23 renards au kilomètre carré, ce qui est sans doute un record, et ce qui a comparé par exemple aux renards du nord de l'Écosse, qui en général, on trouve un renard tous les 20 km², ce qui veut donc dire qu'à Bournemouth, on se retrouve avec 400 fois plus de renards au kilomètre carré que dans les Highlands écossaises. Ces renards vivant en ville entretiennent souvent des relations assez pacifiques avec les humains. Il y a des interactions plutôt positives qui existent entre humains et renards. C'est d'ailleurs ce que met en scène Zeb Swanes, qui est un journaliste de la BBC, et il a mis en scène sur les réseaux sociaux ses aventures avec Gaspard, un renard londonien. Donc Zeb Swanes, c'est le monsieur qui est à droite, hein. Gaspard, il est à gauche. Il l'avait appelé ainsi parce qu'il pensait que c'était un gars, un renard, et en fait c'est avéré que c'était une renarde. Il l'a compris le jour où Gaspard est venu avec un renardeau, et donc là il avait compris sa méprise, mais Gaspard est resté malgré tout avec son petit nom de baptême. C'est tellement vrai cette bienveillance britannique qu'au sud de Londres, une association a été créée qui s'appelle The Fox Project, dont l'objectif est de recueillir les renards blessés ou les renardeaux perdus ou orphelins, et de les faire en sorte qu'ils puissent repartir du bon pied et retrouver la vie semi-sauvage, en tout cas urbaine. Et donc ici le site internet vante le fait qu'ils ont déjà sauvé 800 renards d'une mort certaine, en particulier 250 petits, et qu'il serait bon de donner pour votre écho pour pouvoir sauver encore plus de renards. La vie en ville paraît très sympathique pour le renard, bien nourri, bien logé, bien soigné par les êtres humains. Malgré tout, de nombreux périls pèsent et menacent la vie des renards. Et d'ailleurs, la vie d'un renard est souvent en ville est souvent très courte. Elle est en moyenne de 2 ans. On a remarqué, ils ont fait des études au Royaume-Uni, seulement un tiers des renards, par exemple, atteint l'âge d'1 an. Donc vraiment, on a une très très forte mortalité. Une mortalité qui s'explique d'abord par les accidents de la route, les renards se faisant percuter ou écraser par des véhicules, et donc des cadavres gisant sur la chaussée sont scène courante dans les villes où la densité de renards est relativement forte. Les renards sont également victimes de la pollution. On retrouve en particulier, c'est le cas à Zurich, on a fait des études prouvant que leur tissu était chargé de métaux lourds. Ils sont aussi parfois victimes des animaux domestiques, alors pas tellement des chats, les relations sont plutôt pacifiques avec les chats. Par contre avec les chiens c'est plus compliqué, et en particulier on a des chiens qui n'hésitent pas à s'en prendre à des renardeaux, sachant que les adultes sont capables de se défendre un peu plus, surtout de fuir plus rapidement. Les renards peuvent également souffrir des maladies.
En ville d'ailleurs comme à la campagne, ils sont victimes de la gale, donc une maladie parasitaire qui fait des démangeaisons terribles sur la peau et qui aboutit en général à la mort du renard par amaigrissement, affaiblissement général et surinfection bactérienne. La rage n'a pas trop touché les renards des villes parce que en fait, elle a touché les renards alors que ceux-ci étaient encore peu urbanisés. C'est vraiment une maladie qui s'est développée en Europe dans les années 60-80, donc à la fin du XXe siècle. On a eu quand même des intrusions de renards en ville. On a eu des cas de renards signalés à Dijon et à Besançon, par exemple. C'était plutôt des renards qui étaient désorientés en raison des perturbations neurologiques causées par la rage. Plus inquiétant par contre, c'est l'échinococose, qui est une maladie parasitaire donc, qui touche le foie. Le renard joue un rôle dans le cycle du parasite, en particulier lorsqu'il dépose ses excréments sur des fruits sauvages ou dans le potager. Et on a parfois des êtres humains qui s'infectent en mangeant donc de la nourriture contaminée, et après plusieurs années, ils vont développer une grave maladie du foie qui peut aboutir à la mort. On a déjà eu quelques cas malheureusement en France, et aujourd'hui on a cette maladie qui est en train de se diffuser déjà à pratiquement une moitié nord du pays. Ces maladies peuvent provoquer des dégâts parfois très importants. Par exemple, à Bristol, en 94-95, la gale avait tué 95% de la population de renards et donc avait vraiment causé pratiquement la disparition totale de la population de renards de cette ville. Les renards sont également critiqués parce qu'ils sont à l'origine de nombreuses nuisances. Ils peuvent être extrêmement bruyants, poser des problèmes lorsqu'ils éventrent les poubelles, lorsqu'ils crient la nuit au moment de la reproduction, lorsqu'ils montent sur les toits, leurs excréments sont répandus partout. Et en plus, leurs excréments des fois chargés de parasites comme ceux de l'échinococose. En plus, parfois, ils attaquent les poulaillers qui font leur retour en force dans les villes. On a même eu des attaques de renards sur des êtres humains. C'est le cas par exemple à Zurich où dans un hôpital un renard avait attaqué une femme qui mangeait à l'extérieur de l'hôpital. Et quelques jours plus tard, peut-être ce même renard avait carrément attaqué une personne qui était hospitalisée, alitée. En Angleterre, on a eu aussi deux enfants qui ont été attaqués par des renards à Plymouth et à Orpington, des enfants très jeunes qui dormaient dans leur lit et qui ont hurlé lorsque les renards les ont attaqués sans qu'on comprenne bien la raison de cette attaque. On a également trouvé des restes d'animaux de compagnie et même à Bristol d'un wallaby qui avait disparu d'un zoo, donc qui montre que les renards sont quand même capables d'avoir des goûts extrêmement divers. Du fait de ces nuisances, les renards sont victimes aussi de mesures de lutte de la part des humains. Donc il n'y a pas que de la bienveillance humaine, il y a aussi de la volonté de se libérer de cette nuisance animale. On a donc maintenant en vente sur internet de nombreux répulsifs qui peuvent être à base de sons, d'ultrasons, de lumière ou d'odeurs et de phéromones, dont le but est de faire partir les renards, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus rester dans votre jardin en particulier. Et puis parfois on va plus loin, puisque en Angleterre on a des personnes dont le métier, comme ici Bruce Lindsay Smith, qui dirige l'entreprise de London Fox Control, dont le métier depuis 40 ans est d'abattre les renards avec l'accord de la police. Il contacte la police lorsqu'il a des appels de personnes qui souhaitent se débarrasser de renards. Le renard est encore considéré chassable au Royaume-Uni en tant qu'élément donc perturbateur de la vie urbaine. Et donc ici, il pose fièrement devant son gibier nocturne, donc ici 4 renards qui ont été abattus au fusil avec un silencieux. Donc les voisins sont débarrassés sans plus que leur sommeil soit perturbé par cette chasse nocturne. Les cadavres étant ensuite brûlés ou enterrés dans les campagnes environnantes. Les renards malgré tout résistent. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi on a une croissance démographique très forte et une conquête de nouvelles villes par la population vulpine en Europe. Ils résistent d'abord par une fécondité extrêmement forte. Les renardes sont fertiles dès 10 mois. Elles sont très rarement stériles. Elles font des portées qui peuvent atteindre en général 5 à 6 petits, mais on a eu des portées qui ont parfois dépassé la dizaine d'individus. Et les portées étant particulièrement fortes lorsqu'on a justement une
des ressources alimentaires et en territoire qui sont particulièrement importantes. Donc à ce moment-là, les renards sont capables de moduler leur fécondité pour avoir justement une portée plus importante, sachant donc que les renardeaux auront plus de possibilités de trouver un territoire lorsqu'ils vont disperser. Et puis on a aussi une immigration de renards qui viennent de la campagne, qui s'installent aussi, et donc qui permettent de compenser les pertes provoquées par la mortalité, donc qui est particulièrement forte. Et puis les renards font aussi évoluer leur comportement, sans doute sous l'impact de la sélection naturelle, peut-être même d'une forme de culture, c'est-à-dire d'une transmission entre individus, entre parents et petits par exemple, pourquoi pas, ça resterait à étudier. Je pense en particulier par exemple au comportement par rapport aux traversées des routes. On a remarqué que les renards, par exemple en Angleterre, traversent les routes en particulier la nuit, bien après minuit, lorsqu'il y a beaucoup moins de trafic, et ils traversent plutôt les axes peu fréquentés. On a remarqué aussi, par exemple à Bristol, après l'épidémie de Galles, que les renards faisaient en sorte d'éviter les zones qui étaient particulièrement affectées et restaient très peu de temps. Et puis, on s'est rendu compte aussi au Danemark que les renards donc, avaient même évolué sur le plan morphologique et immunitaire, puisque par exemple on s'est rendu compte que sur le plan génétique, les renards de Zurich avaient des gènes qui étaient différents par rapport aux renards de la campagne, et en particulier des gènes qui étaient favorables sur le plan du métabolisme énergétique, de l'immunité et du comportement, en particulier en termes d'exploration et de rythme circadien. Ce qui montre donc que les renards, grâce à la pression sélective, ont pu s'adapter progressivement à la pression donc, et aux différents périls qui pèsent sur eux en ville. Alors peut-être que bientôt, et c'est ainsi que je vais conclure, peut-être que bientôt nous arriverons à des renards qui seront tellement proches des hommes qu'ils seront pratiquement domestiqués. C'est une expérience qui a été menée depuis les années 50 en Russie par Dimitri Beyaïev, qui a sélectionné des renards argentés par rapport à leur manque d'agressivité, et en seulement quelques générations, en moins d'une dizaine de générations, il a pu créer des renards donc, qui avaient des traits physiques différents, en particulier des oreilles tombantes, et qui étaient particulièrement demandeurs d'interactions positives avec les humains. Je vous remercie de votre attention. Et donc je suis prêt à répondre à vos questions.